Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Pendant la période ça, j'en connais, c'est une série numéro spécial que nous avons continué à offrir. Deux gros sujets pour numéro ça qui concernaient l'élection présidentielle qui a avancé dans les États-Unis avec crise politique là en France. 10 septembre 2024 là, eh bien, candidat démocrate Kamala Harris a troqué Conley à candidat républicain ancien président Donald Trump n'a proposé une analyse tout à l'heure. Une autre analyse après ça, c'est sous crise politique en France là, côté formation et gouvernement, c'est un gros défi après président Emmanuel Macron nommé Michel Barnier comme premier ministre 5 septembre passé. C'est environ 2 mois qui restent pour élection présidentielle faite aux États-Unis. C'est 5 novembre rendez-vous. Kamala Harris avec Donald Trump a accepté pour faire un débat dans la télévision le 10 septembre. Conditions pour débat ça déjà fixées et c'est des règles très strictes d'après ça on fait connaître deux candidats même beaucoup de pas à préparer pour yo capable aller une en face l'autre pour yo discuter cause yo devant un public cap très attentif pour suivre ça yo gain pour dire qui proposition yo gagné pour yo fait. C'est un pas qui très important la dernière ligne droite ça avant élection qui est pour faire aux États-Unis et c'est ça que Pierre Bourgois a analysé avec nous lui-même qui c'est maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest en France.
L'un des points qui fait le plus parler, c'est la coupure des micros pendant que l'adversaire est en train de parler. Bon, c'est un détail formel, mais qui a son importance. En réalité, derrière ce détail donc de couper les micros ou pas, se joue la question de l'agressivité. C'est-à-dire que Kamala Harris, je pense, voulait laisser les micros ouverts. Pourquoi ? Pour espérer que Donald Trump l'interrompe, que Donald Trump fasse preuve d'agressivité, peut-être même l'insulte. On a déjà eu les cas récemment, donc aux élections de 2016, au débat 2016 avec Hillary Clinton et Joe Biden 4 ans plus tard. Donald Trump est à l'aise dans ses prises de parole non prévues et Kamala Harris, je pense, espérait cette situation-là. En coupant les micros, finalement, Donald Trump va pouvoir se positionner comme plutôt bien plus calme, apaisé, et c'est ce qui se dit dans le camp républicain. Le camp républicain, depuis les dernières semaines, laisser présager cette posture, c'est-à-dire que Donald Trump est pressé par son propre camp, justement, pour essayer d'être un peu plus calme, un peu plus apaisé et moins agressif. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant le dernier débat face à Joe Biden. Oui et non. Il y avait quand même une agressivité assez marquée, mais c'est vrai qu'on est loin de ce qui s'est passé en 2016. On se souvient du débat contre Hillary Clinton, où là vraiment l'agressivité était à son paroxysme. On n'avait jamais vu même un débat aussi agressif. Je pense que là, Donald Trump, en tout cas, a tout intérêt, et c'est mon opinion, Donald Trump a tout intérêt à amener Kamala Harris sur le terrain des idées politiques. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris, on va, je pense, en reparler, a un bilan à défendre, notamment sur le plan économique. Votre reportage le montrait. C'est peut-être le thème de la campagne, le thème des classes moyennes. Kamala Harris prépare son dossier, mais je pense que Donald Trump va aller justement l'attaquer sur ce terrain-là. Parce qu'à vrai dire, est-ce qu'on sait ce qu'elle vaut, Kamala Harris, dans le fond ? Il y a eu un souffle Harris au moment de l'annonce de sa candidature. C'est vrai que ça redonnait espoir aux démocrates qui étaient complètement désabusés vu l'état du président sortant Joe Biden. Est-ce qu'on sait ce que ça va donner, ce débat ? Est-ce qu'on sait si elle va être à la hauteur face à Donald Trump ? Il y a le fond et la forme. La forme, on ne sait pas comment elle se situe lorsqu'elle est acculée, lorsqu'elle est justement poussée dans ses retranchements. Sur le fond, c'est la même chose, je dirais. Pour l'instant, on est sur une bulle, j'allais dire une bulle spéculative. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si Kamala Harris est capable de développer un programme clair, cohérent. Elle distille maintenant petit à petit des éléments de programmatique, intellectuel, idéologique, mais on ne sait pas en effet si elle est capable de défendre un bilan sans pour autant désavouer Joe Biden. C'est assez risqué comme exercice. Je pense qu'elle a encore quelques jours pour se préparer. Elle a préparé sa copie et je pense qu'elle sait très bien que Donald Trump va l'attaquer sur ce terrain-là. Mais en effet, vous avez raison. Pour l'instant, il y a une inconnue. On a vu l'interview qu'elle a donnée à CNN la semaine dernière. Pour l'instant, on est quand même sur des considérations relativement générales, superficielles. Elle balaye de la main dès qu'on rentre dans le dur. Exactement. Et là, c'était une interview, c'était pas un débat face à un homme qui, on le sait, sait s'en sortir dans ce genre de situation. Vous le disiez ? Je pense que le fait d'avoir les micros coupés, finalement, va in fine arranger les deux candidats, parce que Kamala Harris va peut-être être moins acculée que si les micros étaient ouverts, et Donald Trump, encore une fois, va pouvoir passer comme quelqu'un de plus apaisé qu'il ne l'était par le passé. Alors, je parlais de la Pennsylvanie, l'État où on fait campagne et on va sûrement se rendre à de nombreuses reprises, que ce soit pour l'un et pour l'autre. La Rust Belt, la ceinture de la rouille, ces États où la classe moyenne, évidemment, est très convoitée par les candidats. Sur le thème de l'économie, c'est la priorité des priorités pour les Américains. Exactement. La Pennsylvanie, un État clé qui représente 19 grands électeurs donc pour cette élection. Les candidats y vont successivement. Donald Trump y était hier, Kamala Harris y sera aujourd'hui. Vous l'avez très bien dit, État clé, pas seulement pour le nombre d'électeurs, mais pour ce qu'il représente. La Pennsylvanie, c'est l'État industriel, le bastion industriel qui subit clairement un déclin de la classe moyenne. Aujourd'hui, vous avez tout le débat sur, par exemple, il y a l'acierie US Steel qui est en passe de se faire racheter par un groupe japonais. Joe Biden, Kamala Harris mettent en avant le fait qu'ils veulent à tout prix éviter ce rachat, la perte d'un bastion industriel américain. Et derrière, si vous voulez, ce rachat, il y a, comme je vous le disais, ce symbole d'une classe moyenne déclinante aux États-Unis, mais comme dans la plupart des démocraties occidentales, en France c'est la même chose, une classe moyenne qui fait le ciment, si vous voulez, de la démocratie américaine historiquement, et Kamala Harris a compris ça. Elle a compris ça et elle en fait un thème de campagne. Le problème, c'est qu'elle a un bilan et il faudra qu'elle soit capable de défendre son bilan. Alors, c'est ce qui est étonnant, c'est que les démocrates, ils n'arrivent pas à transformer l'essai. Pourtant, dans les faits, sur le papier, le bilan économique de Joe Biden, il n'est pas si mauvais que cela. Il n'est pas si mauvais que ça, sauf si on prend en compte l'inflation, qui est quand même quelque chose que les Américains ressentent au quotidien. Mais qu'il a réduit
réduit quand même considérablement. Il a réduit, mais alors c'est toujours pareil, vous avez le Covid. Le Covid, Donald Trump il défend un bilan plutôt positif aussi au niveau économique avant Covid. Et Joe Biden impute ses difficultés économiques au Covid. C'est toujours pareil. Après, vous êtes obligé de vous situer sur un plan idéologique en disant, est-ce que vous préférez une économie avec en effet un État très interventionniste, ou est-ce que vous préférez une économie où on soutient la croissance et les entreprises? Là, on est sur un choix idéologique qui va séparer clairement la droite et la gauche américaine. Les colistiers de chacun des candidats sont issus justement de ces bastions où la classe moyenne s'exprime, où on attend beaucoup. Ils vont être importants, ces candidats à la vice-présidence dans la campagne? Oui, je dirais qu'on en parle depuis plusieurs semaines déjà. Il y a un affrontement direct et indirect, si vous voulez, entre J.D. Vance, le colistier donc de Donald Trump, et Tim Walz, le colistier donc de Kamala Harris. C'est vrai que ces deux personnages jouent un rôle relativement important et symbolique aussi. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le colistier de Donald Trump, moi je pense que c'est un choix. Je pense que Donald Trump aurait pu faire un meilleur choix. Pourquoi ? Parce que le colistier donc de Donald Trump n'élargit pas sa base électorale, alors que le colistier de Kamala Harris l'élargit. Mais vous avez raison, sur le plan symbolique, on a deux personnes issues du monde rural, de la classe moyenne, de l'Amérique blanche, l'Amérique qu'on dit souvent l'Amérique des oubliés, du monde rural. Donc peut-être qu'en effet, derrière le débat qu'on voit très clairement entre Kamala Harris et Donald Trump, se joue un débat plus profond sur cette classe moyenne américaine. Joe Biden est entré en campagne aux côtés de Kamala Harris pour la première fois en début de semaine. Là aussi, c'est un symbole à l'occasion du Labor Day, la fête des travailleurs. Mais on dit quand même qu'on veut y aller avec parcimonie, user de la carte présidentielle, pas à chaque fois. Pourquoi ? Parce que c'est risqué. Et évidemment, parce que derrière tout ça, il y a encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, le bilan à défendre. Kamala Harris ne peut pas se prétendre comme une nouvelle candidate. Elle a un passif. Donald Trump aussi a un passif. Il a été président. Et finalement, alors je dirais c'est sain. Au moins, on s'affronte sur des politiques menées. Mais le risque pour Kamala Harris, c'est à la fois, donc il faut qu'elle se distance elle-même de Joe Biden, du bilan de Joe Biden, tout en aussi l'assumant. Lors de l'interview, elle a quand même donné quelques éléments. Elle a dit qu'elle était fière donc du bilan de Biden, mais reconnaît aussi quelques pistes d'amélioration. Et peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, dans la région des Grands Lacs, la Rust Belt, il pourrait être utile confie l'équipe d'Harris, parce que le président américain bénéficie d'une réputation de très vigoureux soutien, notamment des syndicats. On l'avait vu casquette vissée sur la tête sur un piquet de grève il y a quelques mois. C'est intéressant, ça nous ramène quelques décennies en arrière, justement, où on retrouve un rôle important des syndicats. Je parlais tout à l'heure de la classe moyenne, du monde du travail. On a, c'est vrai, cette dimension économique qui fait son grand retour, comme élément clé de la campagne. C'était pas garanti parce que il y avait tous les débats sur l'avortement, sur la politique étrangère. Il y a encore quelques mois, le thème qui semblait catalyser les candidats, c'était l'avortement et aussi la politique étrangère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on repart sur une dimension économique. On se retrouve donc comme dans les années 80 et 90. Il y a un autre sujet qui revient à la une depuis hier, c'est la législation sur les armes à feu. Ça, c'est pas nouveau. C'est un porte-étendard pour les démocrates depuis bien longtemps. Il y a eu cette fusillade hier, on va peut-être voir les images, dans un lycée en Géorgie. Un adolescent de 14 ans a tiré sur 2 élèves et 2 enseignants, bilan donc 4 morts. C'est un fait courant, outre-Atlantique, mais on a vu les deux candidats, et Kamala Harris et Donald Trump, commenter évidemment la séquence hier. Oui, je dirais malheureusement c'est un fait courant. En effet, ça nous rappelle la tuerie donc qu'il y avait eu en 2022 au Texas. Malheureusement, chaque année on a des tueries massives. Ce qui est intéressant en effet, c'est de voir la réaction des candidats en pleine période électorale, qui plus est dans un État dit clé, la Géorgie, qui représente 16 grands électeurs. Le port d'armes est un sujet déjà d'ordinaire. Exactement. Après, bon, le deuxième amendement fait que de toute façon il n'y aura pas de débat sur le port d'armes en tant que tel. Le débat, c'est sur la législation. Est-ce que oui ou non il faut durcir le port d'armes? Et c'est vrai que là, on a une opposition clairement entre le Parti démocrate, qui est pour un durcissement notamment des armes dites d'assaut. En effet, l'arme utilisée est un modèle d'assaut AR-15 qui est utilisé dans presque toutes les tueries de masse, et le camp démocrate veut le restreindre, alors que Donald Trump en effet est proche notamment du lobby, donc fameux, la NRA, qui finance notamment un coup de millions de dollars la campagne de Donald Trump. Donc là, il y a un enjeu. Je pense que ce thème-là va apparaître lors du débat du 10 septembre, et je pense que les deux candidats vont rester sur leur posture habituelle. Alors on a parlé du Wisconsin, du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Géorgie. Tout ça, ce sont des États clés, les fameux swing states. C'est là-bas que ça va se jouer. Ça joue toujours dans ces États. Et quand on regarde les chiffres, les sondages, il y a le dernier sondage de CNN, Kamala Harris a un léger avantage, mais c'est extrêmement serré. Les deux candidats sont au coude à coude. Ça veut dire quoi, au juste ? Ça veut dire que
on sera incapable, une fois encore, de dire qui a l'avantage dans cette course? Il est sûr qu'on ne peut pour l'instant prédire, ça c'est sûr. Pour autant, il y a une tendance se dégage, c'est que Kamala Harris, depuis son entrée en campagne, arrive à rattraper le retard de Joe Biden et même à dépasser Donald Trump dans les sondages au plan national. Ce qui veut dire et à la fois rien dire quelque chose, puisque ce qui compte, vous l'avez dit, ça se joue par État. Ça se joue par État, mais sur les États, on se rend compte que finalement 3 États vont être peut-être plus décisifs que les autres: Nevada, Géorgie et Pennsylvanie. Ils sont derrière vous, on voit les chiffres, 47% 48, 47-48, 47-47. Il n'y a rien qui se dessine finalement. Rien qui se décide, et c'est pour ça que, sans surprise, les candidats multiplient les déplacements dans ces États. On parlait tout à l'heure de la Pennsylvanie, Donald Trump était en Pennsylvanie hier, aujourd'hui c'est Kamala Harris. Ce sont ces États-là qui probablement vont décider du sort de la campagne. Qu'est-ce qui fera la différence là-bas ? Je pense que ce qu'on a évoqué, la capacité à parler, il y a environ 15%, peut-être encore 20% d'indécis dans certains États, la capacité à parler à ces indécis. Des personnes qui ne se reconnaissent peut-être pas forcément dans ce duel-là, mais peut-être que dans leur quotidien, quand on va parler du prix de l'immobilier, Kamala Harris, justement, dans son programme, a une volonté de crédit d'impôt pour l'accès à la propriété, le gel des prix, peut-être que ces mesures-là vont parler. Je pense que peut-être l'avortement, les débats sur les armes à feu aussi vont pouvoir peser. On verra ça lors du débat. 15% d'indécis, ce n'est pas rien, c'est considérable. Ça nous dit quoi de cette société américaine qui a du mal finalement à choisir, qui se désintéresse aussi peut-être de la politique ? Je pense que derrière tout ça, et c'est une bonne question, je pense que derrière tout ça, on ne peut l'éviter, il y a le thème du déclin de la démocratie américaine. Une démocratie américaine qui a du mal à se renouveler. Alors, certes, Kamala Harris a remplacé Joe Biden, mais on se rend compte que depuis des mois et des mois, on a du mal à se passionner pour cette campagne. Il y a certes un vent nouveau avec Kamala Harris, mais encore une fois, Kamala Harris, sur le plan des idées et dans l'héritage de Joe Biden, on a quand même, sur le plan politique et idéologique, une démocratie américaine relativement déclinante. On s'en rend compte d'ailleurs sur son rôle à l'international. Les États-Unis ont de plus en plus de mal à peser dans les grandes décisions internationales, dans les conflits internationaux. Et peut-être que derrière cette élection se joue un thème plus large qui est: qu'est-ce que la démocratie américaine peut encore offrir de nouveau au peuple américain ? Après, nous finissons parler sous élection américaine avec Pierre Bourgois, maître de conférence en sciences politiques dans l'Université catholique de l'Ouest en France. Eh bien, justement, nous pourrons aller en France même pour parler de crise ça, qu'a souqué pays ça depuis en pile semaine qu'on y est. Eh bien, finalement, le 5 septembre, c'est Michel Barnier, président Emmanuel Macron nommé officiellement comme Premier ministre. C'est lui qui pral chita Matignon. Matignon, c'est bureau Premier ministre là en France, dans Paris. Michel Barnier, qui a 73 ans, c'est lui-même qui était négocié pour Union européenne. L'Angleterre tape quitté Union, ça aurait les Brexit. Monsieur, c'est membre parti la droite en France qui relait les Républicains. Emmanuel Macron choisit monsieur donc pour le former gouvernement qui vient pour diriger la France là. Et c'est 2 mois qui déjà passé après te gagné élection législative côté quand président t'es perdu élection ça yo. Et te gagné un gros suspense puisque gagné un nouveau Front populaire qui lui-même gagné une majorité relative dans la chambre. Li te gagné proposition pâle comme premier ministre, mais Emmanuel Macron pas occupé ça. Li choisi propre premier ministre pali, une situation qui fait que gagné en pile bouche l'ouvri au niveau la gauche en France, c'est une actualité tête chargée que Richard Wehrli, correspondant en France, site suisse qui relève Blick, et puis Perrine Torneau, qui est lui-même directrice information dans chaîne télévision qui relève Public Sénat
a analysé avec nous. Disons qu'il y a eu tout un chapelet de noms qui ont été égrenés comme ça les jours qui ont précédé la nomination de Michel Barnier. Michel Barnier, il avait l'avantage d'être en quelque sorte le plus petit dénominateur commun, celui qui permettait de rassembler à la fois les LR qui semblent pour l'instant accepter l'idée de participer à un gouvernement. Il avait aussi l'avantage de ne pas totalement déplaire au camp macroniste, au camp central, enfin les Modem, etc. Donc il cochait pas mal de cases et en tout cas il en cochait plus que les noms qui avaient été évoqués précédemment, celui de Xavier Bertrand. Le Rassemblement national a tout de suite dit qu'il mettrait une censure immédiate à un gouvernement Xavier Bertrand. Bernard Cazeneuve, dont le Parti socialiste a refusé que le Parti socialiste a refusé de soutenir, comme étant peut-être là d'ailleurs une faute un peu historique dans l'histoire du Parti socialiste. Et donc Bernard Cazeneuve a aussi été écarté. Bref, Michel Barnier. Bref, Michel Barnier, vous êtes d'accord avec ce que dit Perrine. Richard, vous avez été surpris, vous, ou pas tant que ça finalement ? Écoutez, finalement, pas tant que ça, parce qu'une fois qu'Emmanuel Macron avait épuisé ses autres cartes, si l'on considère qu'il a vraiment essayé, parce qu'il y a la théorie selon laquelle il pensait à Barnier dès le début, mais en imaginant que, sincèrement, le président de la République a voulu essayer d'autres personnalités, effectivement, Michel Barnier était sans doute celui qui arrivera le mieux à slalomer entre les difficultés à l'Assemblée nationale, une difficulté qui consiste essentiellement à obtenir un pacte de non-agression, c'est-à-dire pas de motion de censure, parce que de toute manière, Michel Barnier le sait, il n'aura pas de majorité absolue, ou en tout cas ce sera très improbable. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne tombe pas dans une embuscade qui serait notamment tendue par l'alliance de l'extrême gauche, de la gauche radicale, la France insoumise, et du Rassemblement national. Sur ce plan, il faut reconnaître qu'il a tout de suite prononcé le mot respect envers les électeurs du Rassemblement national, tout en affichant ses différences. Donc de ce point de vue, oui, c'est un choix, en tout cas, qui a le mérite de la cohérence, mais qui place le gouvernement à droite. Le curseur est clairement du côté conservateur, ce qui pousse évidemment la gauche à dire qu'elle s'est fait voler sa victoire électorale et le gouvernement. On va parler de la gauche dans un instant, mais je voudrais qu'on revienne sur le Rassemblement national, puisque certains médias révèlent que Marine Le Pen aurait activement participé au choix de Michel Barnier pour le poste de Premier ministre. Perrine, cette hypothèse, elle vous semble crédible ? Certains médias révèlent... Il y a quand même plusieurs médias qui parlent d'un accord tacite entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est crédible ? Est-ce qu'on peut appeler accord tacite à partir du moment où le Rassemblement national dit qu'il ne va pas censurer dans l'immédiat un gouvernement de Michel Barnier. Est-ce que pour autant il s'agit vraiment d'un accord entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Je ne le crois pas. Moi je ne crois pas du tout à cette hypothèse-là. Toujours est-il que effectivement, en tout cas, Emmanuel Macron a choisi un Premier ministre qui n'allait pas se faire censurer immédiatement par les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Pour l'instant, le Rassemblement national, effectivement, a dit qu'il allait voir, il allait écouter le discours de politique générale du nouveau Premier ministre, il allait le juger en quelque sorte sur pièce. Alors il va bientôt, bien évidemment, falloir que Michel Barnier donne des gages au Rassemblement national, donc des mesures auxquelles le RN tient, à savoir sur le pacte migratoire, des choses comme ça, voilà, qui sont vraiment, je dirais, les lignes fortes du parti de Marine Le Pen, mais je dirais pas pour autant qu'il y a un accord tacite entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors en tout cas, à gauche, un côté France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon estime lui que les résultats des législatives ont été volés. Jean-Luc Mélenchon qui appelait à manifester hier partout en France. Richard, succès finalement assez mitigé pour cette marche contre le coup de force, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, le coup de force d'Emmanuel Macron. En tout cas, l'appel n'a pas été suivi par le Parti socialiste. Oui, effectivement, le succès mitigé n'était pas tellement étonnant puisqu'on est en période de rentrée, Michel Barnier vient d'être nommé et donc je dirais même à gauche, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui même jugent anormal la nomination de Michel Barnier veulent quand même en savoir plus et vont attendre quelques semaines avant de protester et de manifester. Donc de ce point de vue-là, moi je ne suis pas surpris. Par contre, sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il y a une part de vérité et il faut le reconnaître, c'est toute l'ambiguïté de la nomination de Michel Barnier.
oui, l'entre-deux tours des élections législatives a bien été marqué par un seul mot d'ordre, faire barrage au Rassemblement national. Or, aujourd'hui, on voit que le nouveau Premier ministre français a une attitude, disons, beaucoup plus constructive à l'égard de ce parti. Alors ça veut dire que le curseur a bougé, mais il a bougé, et c'est ce qu'on dit du côté de l'Élysée, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, et notamment parce que la gauche ne voulait pas entendre la nomination d'un autre candidat que Lucie Castet, la personne qu'elle avait proposée pour le poste de Premier ministre. Donc là, il faut pouvoir lire dans la boule de cristal, il faudrait avoir des informations que je n'ai pas. Est-ce qu'Emmanuel Macron était sincère lorsqu'il a reçu Bernard Cazeneuve et il a constaté que Bernard Cazeneuve, bien comme de gauche socialiste, n'avait pas le soutien du nouveau Front populaire, ou est-ce que très habilement, il a utilisé le leur, en quelque sorte, Bernard Cazeneuve, pour pouvoir ensuite nommer Michel Barnier? C'est là où on peut se perdre un peu en conjecture. Perrine, vous souhaitiez réagir ? Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il parle de coup de force démocratique. Le nouveau Front populaire a eu l'occasion de présenter une candidate. Ils n'ont pas voulu évoluer sur leur position, ils n'ont pas voulu élargir la coalition et donc mettre un petit peu d'eau dans leur vin en quelque sorte. Donc c'est aussi leur responsabilité. Sur l'option, sur l'hypothèse Bernard Cazeneuve, il y a quand même plusieurs sources autour de l'Élysée et de proches du président de la République qui nous disent que cette hypothèse aurait pu fonctionner si le Parti socialiste, notamment le Bureau national qui s'est tenu la semaine dernière, avait donné son feu vert à l'hypothèse Bernard Cazeneuve et notamment ne se serait pas prononcé pour le vote d'une motion de censure dès la constitution de son gouvernement. Or, le Parti socialiste n'a pas du tout joué ce jeu-là. Le Parti socialiste, à une courte majorité, a décidé qu'il censurerait un gouvernement Bernard Cazeneuve et à ce moment-là, ils ont complètement refermé la porte d'un gouvernement majoritairement plutôt ancré à gauche. On imagine que ça peut faire imploser, si c'est pas déjà le cas, le nouveau Front populaire. Je ne sais pas si le nouveau Front populaire va imploser pour l'instant, parce qu'ils vont attendre de voir un petit peu comment ça va se passer au Parlement, à l'Assemblée nationale, avec Michel Barnier. Ils ont plutôt intérêt à rester unis, à ce que ce camp à gauche reste uni pour peser dans les décisions et dans les futures discussions autour des textes de loi, et notamment du texte budgétaire. Alors, pendant ce temps-là, Michel Barnier, lui, il poursuit ses consultations politiques pour essayer de former son gouvernement. Il a reçu aujourd'hui François Bayrou. Richard, est-ce qu'on a déjà une idée de la couleur politique qu'il souhaite donner à ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'on a des indices qui nous permettent de savoir à quoi ressemblera la future équipe gouvernementale? Écoutez, si on s'en tient aux personnalités pour l'instant reçues par Michel Barnier, depuis qu'il a été nommé, c'est très récent, ça remonte donc à la fin de semaine dernière, il a reçu des personnalités de droite. Pour l'instant, il a reçu Édouard Philippe, cet ancien Premier ministre qui, lui, s'est déjà déclaré candidat pour la présidentielle de 2027. Il reçoit maintenant François Bayrou. On attend la personnalité de gauche qui sera reçue à Matignon par Michel Barnier. Donc, a priori, l'option, je dirais, ce sera un gouvernement de centre-droit. Et le véritable enjeu du moment pour Michel Barnier, c'est de savoir s'il maintient en poste ou pas un certain nombre de ministres, on va dire, tutélaires de la Macronie. Il y en a pas mal qui veulent rester. On sait par exemple que Sébastien Lecornu à la Défense serait quasiment déjà assuré d'être maintenu au gouvernement, mais il y a des noms comme Gérald Darmanin, comme Rachida Dati, comme Éric Dupond-Moretti. Donc en gros, Michel Barnier va devoir montrer s'il veut afficher sa différence. Je doute quand même qu'il l'affiche beaucoup avec des personnalités de gauche, tout simplement parce qu'il ne semble pas y avoir beaucoup de candidats sur cette partie-là de l'échiquier politique. Et en tout cas, à droite, les Républicains, eux, conditionnent leur participation au gouvernement en fonction, disent-ils, du programme de Michel Barnier sur différents sujets. Perrine, est-ce qu'il faut comprendre que Michel Barnier ne pourra pas forcément complètement s'appuyer sur les Républicains? J'y crois pas une seconde. Je pense qu'il va pouvoir s'appuyer sur les Républicains. Là, Laurent Wauquiez fait un peu la fine bouche parce qu'il avait toujours dit qu'il ne participerait pas à un gouvernement sous Emmanuel Macron et notamment pas un gouvernement de coalition. Là, avec quelqu'un de ses troupes, un LR, Michel Barnier à Matignon, je ne vois mal comment il peut refuser que certains Républicains puissent participer à ce gouvernement Barnier. D'ailleurs, quand on l'écoute, on voit qu'il nomme les ministères qui l'intéressent, à savoir, c'est vraiment des ministères régaliens sur la sécurité, l'immigration, le travail, enfin voilà, des postes très importants. Et on sent qu'il veut vraiment peser à ce niveau-là sur ces missions-là gouvernementales. Alors Michel Barnier, lui, il dit qu'il refuse le sectarisme politique. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré cette semaine lors de son intervention télévisée, son baptême de feu, on peut dire, sur TF1. Richard Verly, il y a quand même une menace qui plane, et on a commencé à l'évoquer, c'est le possible renversement du
du futur gouvernement. Comment est-ce que stratégiquement Michel Barnier se prépare à cette éventualité ? Écoutez, la priorité au Parlement, mais Perrine connaît très bien les mœurs parlementaires, pour Michel Barnier va être au fond d'enfoncer un coin, une sorte de créer une cloison étanche entre la gauche radicale, la France insoumise et le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que ces deux formations, a priori aux antipodes, si elles se rassemblent, on est déjà à peu près 220 députés, et si elles en trouvent 70 de plus, eh bien c'est la majorité absolue. Donc il faut impérativement que LFI et le Rassemblement national ne soient jamais en position de contester ensemble son gouvernement. Donc je pense que toute son action va consister à introduire des mesures qui éventuellement donnent, je dirais, ou obtiennent un certain assentiment du Rassemblement national pour établir une distance entre ces deux formations. À partir du moment où ce sera fait, ce sera déjà beaucoup plus facile de naviguer, parce que c'est ça le risque prioritaire d'embuscade et donc de motion de censure pour Michel Barnier. Et voilà donc deux gros sujets pour numéro événement ça qui concernait élection présidentielle qu'a avancé dans les États-Unis avec crise politique en France là. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Nous disons merci pour attention. Nous capables d'écouter émission ça le nous voulons en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast et YouTube. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash.